Je suis arrivé avec une valise, moi, à Los Angeles. J'avais laissé tout mon bazar ici, dans mon appartement, que j'ai retrouvé après. Oui. Mais la parenthèse de 25 ans. Ah, c'était un leave of absence qui a duré 25 ans. Exactement, c'est ça. Les Américains se permettent de mettre à la poubelle des millions de dollars. Mais non, c'est pas vrai. On met jamais à la poubelle des millions de dollars. Ils font attention. Qui c'est qui mettrait l'argent par les fenêtres? Personne. Ah oui, surtout les Américains. Ah non, les Américains savent que l'animation, c'est du dessin animé ou de l'animation. En France, non, puisque il y a deux mots pour dire la même chose. Je dis, je suis animateur de podcast. Voilà, animateur de podcast. Spielberg, il disait, bon, moi j'ai toujours voulu faire de l'animation, mais à chaque fois que j'ai fait des films, c'est des fours. Oui, c'est des fours, alors que mon copain Jeffrey, lui, c'est des gros succès. Donc je vais lui laisser la partie animation, je vais m'occuper du réel. Alain Chabat qui réalise. Ouais. Racontez-moi un peu votre dynamique avec Alain. Tout le temps, il est là et il voit toutes les étapes. Et alors vous êtes content du résultat? Ouais. Alors le matériel Alain Chabat, il est très très haut de gamme. Dès qu'on nous dit, vous vous rendez compte, ça c'est fait avec l'intelligence artificielle, on est tendance à dire, oh là, c'est vachement bien, c'est fait par la machine. Si c'était fait par l'humain, on serait pas impressionné, mais comme c'est la machine qui est fait, on est impressionné. Et c'est ça le truc en fait. Mais comme disait Jacques Prévert, c'est la nouveauté, c'est vieux comme le monde, la nouveauté. Bonjour à tous et bienvenue sur The Anima Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une légende vivante, Christophe Serrand. Christophe a supervisé l'animation de grands films comme Le Prince d'Égypte, The Cruise, Dragon et bien d'autres. Il a la particularité d'avoir été très rapidement dans les plus grands studios comme Disney, DreamWorks, et a travaillé auprès de grands de ce monde comme Steven Spielberg ou Jeffrey Katzenberg. Dans cette conversation, vous en apprendrez plus sur les coulisses de ses films, de ses studios, sur son expérience aux États-Unis et aborde aussi le dernier projet sur lequel il était impliqué, la série Astérix et Obélix, disponible bientôt sur Netflix, aux côtés d'Alain Chabat. Voilà, j'espère que cette conversation vous aura plu. Si c'est le cas, likez-la, partagez à vos amis. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche. Merci infiniment, je vous souhaite une très bonne écoute. Christophe, bonjour et bienvenue sur The Anima Show. Ah ben bonjour. Ça me fait très plaisir de vous avoir ici. Moi aussi. Petite question, est-ce qu'il y a une différence surprenante entre les deux côtés de l'Atlantique en animation? Oh là là, oui et non. Enfin, l'animation, c'est l'animation. Ouais. C'est surtout historique et puis il y a de l'argent. C'est pas les mêmes budgets, quoi. C'est pas les mêmes budgets, donc c'est pas les mêmes moyens, c'est ça que je voulais dire. Voilà, ben oui, mais ça, c'est parce que les États-Unis, dans beaucoup de domaines, c'est pas propre à l'animation. Hein. L'animation, enfin, aux États-Unis, c'est plus grand, il y a plus de gens, il y a plus d'argent, ils parlent anglais, ils parlent à toute la planète. En France, alors, je suppose que vous parlez de la France, pas forcément que de l'Europe. Oui, non plus, mais, non, ça va être la France, l'Europe en général, mais c'est vrai que vous avez eu la chance de faire une carrière aux États-Unis et également en France, et donc vous avez peut-être une manière assez approfondie de comparer les deux approches sur les films d'animation. Mais c'est vrai que vous avez eu un parcours complètement dingue. Vous êtes sorti des Gobelins, vous êtes ensuite allé travailler pour des séries Astérix Obélix à l'époque. Oui, c'est vrai. Je suis sorti des Gobelins et je suis passé sur Astérix, les longs métrages d'Astérix qu'ils faisaient à l'époque à la Gaumont. Et puis voilà, donc j'ai travaillé dans le Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, la boucle est un peu bouclée. Oui, exactement. ouais, parce que je travaille sur Astérix en 3D avec Alain Chabat. C'est incroyable quand même. Ouais, c'est fou, hein. Incroyable. Et c'est comme si cette histoire et ces personnages vous suivaient un petit peu. Ouais, et en plus, alors bon, parce que j'ai commencé à faire de l'anime à l'époque en traditionnel, l'animation à grand-papa, c'est-à-dire avec le dessin, les cellulos, la gouache, le 35 mm, les pellicules et tout ça. Alors que maintenant, c'est de la 3D, c'est du numérique. Et donc j'ai commencé à prendre mon boulot sur Astérix en 2D, et après je me suis mis à la 3D, et là je reviens en France sur Astérix. Alors Astérix c'est en 3D, mais je me suis remis au dessin. Vous êtes remis au dessin à nouveau. Ouais. J'aimerais bien parler de ce parcours, parce que avant de parler un peu des œuvres sur lesquelles vous avez travaillé, qu'est-ce qui vous a amené à l'animation initialement? Parce que vous êtes aujourd'hui une des pontes de l'animation. Il y a plein de gens qui adorent à la fois être au contact de vous sur la transmission que vous avez de ce goût pour l'animation et la supervision de l'animation. Et en même temps, vous avez, j'ai l'impression, fait ça par accident, quoi, en quelque sorte. Ouais, c'est-à-dire que je voulais faire de la bande dessinée, comme beaucoup, comme beaucoup de jeunes. Je lisais des bandes dessinées, donc je voulais faire de la bande dessinée. Quoi les bandes dessinées que vous lisiez à l'époque? Je lisais la bande dessinée belge. Moi, je dois tout aux Belges. Moi, je lisais Franquin, Peyo, Maurice, Lucky Luke, tout ça. Enfin, voilà, je lisais le journal de Spirou. Tintin, Astérix aussi, enfin voilà, je lisais ça. J'ai appris en plus avec Astérix, j'ai appris à dessiner, j'ai appris à lire dans Astérix, j'ai appris à dessiner dans les albums. Et donc je copiais les bandes dessinées de mon enfant. Mais alors c'est pas n'importe quel
type de copie, parce que je suis retombé sur des images de vous, c'est des copies extraordinaires, c'est-à-dire que déjà petit, vous faisiez des trucs, c'était quasiment le trait de Hergé ou de... Ouais, bah on a toujours... Enfin, quand on arrive... c'est marrant parce que quand moi j'ai fait carrière dans l'animation et que j'ai eu l'occasion de travailler avec des animateurs confirmés, on a tous été premiers de la classe en dessin, tous, évidemment. Je veux dire, on a tous dessiné et puis on a continué à dessiner. Vous donc, voyez que c'était quelque chose qui vous portait, qui vous donnait plaisir, et en plus vous étiez très bon. Et en plus on me faisait des compliments, c'est toujours un peu ça, je veux dire. Donc on se dit tiens, on continue quoi. Et alors du coup, le passage de je veux devenir auteur de BD à en fait je suis dans le monde de l'animation. Alors à quel moment ça se passe? Ouais, pour faire court, c'est-à-dire que en fait au départ je voulais être musicien parce que je fais de la guitare et j'étais joué dans les clubs et tout ça. Puis en fait avec mes parents, j'ai jamais osé dire à mes parents que je voulais tailler la route pour jouer dans un groupe. Donc en fait je faisais du dessin et j'ai dit à mes parents je vais faire une école de dessin. Parce qu'il y a des écoles de dessin, quand on a 18 ans, on peut faire une école. L'école de musique, à 18 ans, c'est trop tard. Il faut commencer le conservatoire tout petit. Donc, je suis rentré, j'ai fait une année de préparation. J'ai passé les concours des écoles, parce qu'il n'y avait pas d'école de BD à l'époque. J'avais envie de faire de la BD, mais les écoles de dessin, c'était des écoles académiques, puis c'est quand même bien d'apprendre à dessiner d'une façon académique, quand même. Technique, il y a une vraie technique. Voilà, exactement. Et puis, j'ai passé les concours des écoles, j'ai raté les concours, parce qu'à l'époque, il y avait les arts déco, les beaux-arts, les métiers d'art, Olivier de Serres, tout ça, j'ai raté les concours. Et j'ai repassé l'année suivante, j'ai encore raté tous les concours, sauf les Gobelins. Mais génial. Les Gobelins, c'était une toute petite école à l'époque. Maintenant, c'est devenu une école très renommée. Bien sûr, c'est l'une des ils appellent ça le Harvard de l'animation. C'est ça. Mais à l'époque, non. Donc je suis rentré au Gobelin en me disant c'est des petits bonshommes un peu cartoon, je vais faire c'est un peu comme de la bande dessinée. Et puis j'ai laissé tomber la BD quand j'ai vu mes dessins qui bougeaient, parce que c'est toujours magique l'animation. En fait, quand on voit quand même ces dessins qui s'animent, qui bougent, de se dire on peut faire des trucs avec des dessins. Et ça, ça m'a vraiment bluffé, donc j'ai continué beaucoup à en faire comme ça. Après, je me suis rendu compte que mes héros de l'époque, Franquin, Peyo, Maurice, ils avaient le même rêve que moi. Uderzo, pareil. Ouais. Quand j'ai rencontré Uderzo, il me disait, lui, il voulait être animateur quand il était jeune. C'est rigolo, ça. Il voulait être le Walt Disney français, lui. Oui. Et il avait copié Blanche-Neige, pareil. Pas comme moi, ces vieux dessins, c'était les dessins de Walt Disney. Ah, c'est trop drôle. Et donc, j'ai commencé dans l'animation par accident, parce qu'au Gobelin, on faisait de l'animation, et j'ai continué comme ça, j'ai jamais arrêté. Je fais toujours la même chose, 40 ans plus tard. Ouais. C'est incroyable. Et vous faites ça toujours avec passion et... Oh bah oui. Ouais. Et du coup, donc vous êtes passé donc de l'état d'étudiant à professionnel, tout de suite dans l'animation et tout de suite sur les fameux. En fait, j'ai fait l'armée parce qu'à l'époque on faisait service militaire et j'ai eu la chance de faire l'armée en faisant des dessins animés. J'étais militaire en uniforme et je faisais des dessins animés à l'armée. Ah bon, mais oui, c'était quoi la mission? C'était, il y avait un service cinéma qui est toujours, je pense. Il y avait des réalisateurs qui ont été au service cinématographique des armées et à l'époque ils avaient un petit atelier d'animation. J'ai commencé professionnel alors que j'étais militaire, mais ça m'a... Enfin, voilà. Déjà, vous étiez en train d'animer. Voilà, j'ai animé à l'armée, puis je suis sorti de l'armée. Et puis, déjà, quand à l'époque, maintenant c'est encore plus vrai, mais même à l'époque au Gobelin, il y avait un petit réseau quand même. Les gens, le monde était tout petit, mais on faisait l'école et on était déjà un peu en contact avec les professionnels. Et donc, les gens qui ont vu mes travaux à l'école m'ont engagé après pour Astérix, quoi. Qui était réalisé en France chez Gaumont, c'est ça. Chez Gaumont. D'accord. Oui, et ensuite, vous avez fait un tour chez les studios de Spielberg à l'époque. Alors, je suis parti... en Angleterre. Oui, quand le studio Gaumont a fermé, j'avais fait un petit tour par comment dire, j'avais décliné, je me rappelle, Roger Rabbit. Ah, Roger Rabbit. Parce que quand je travaillais en France, il y avait eu Roger Rabbit, j'avais eu des offres de Roger Rabbit pour aller en Angleterre. Déjà, c'était à l'époque, ils ont fait ça en Angleterre. Et j'avais eu l'occasion de travailler avec quelqu'un qui s'appelle Paul Grimaud. C'était un peu un dinosaure, mais un super-héros, quoi. Oui, c'était en fait, il faisait partie de l'histoire du cinéma français. Il avait travaillé avec Prévert. Et moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec Grimaud. Donc, j'ai décliné Roger Rabbit. D'abord, j'ai décliné Spielberg pour travailler avec Grimaud. Je me suis dit, Spielberg, il sera toujours là une fois que Grimaud sera mort. Et c'était vrai, quoi. Je veux dire. Donc, j'ai eu, moi, ma plus grande, mon souvenir professionnel. Le plus cher, c'est celui-là. Oui, d'avoir travaillé avec Paul Grimaud. Alors après, c'est vrai qu'il y a Hollywood, mais je suis parti de la France après avoir eu une expérience à la fois avec Paul Grimaud et avec Uderzo et Astérix. Et parce que suite à Roger Rabbit, Spielberg s'était dit je vais rester en Angleterre
il avait toujours voulu faire de l'animation. Hein, et il s'était dit, suite à son expérience sur Roger Rabbit, il s'était dit l'animation c'est bien, je vais continuer. Bon, il en avait fait, je crois, avec Don Bluth à l'époque, en Irlande, mais il voulait monter son studio. Il s'était dit, si je ne peux pas le monter à Los Angeles, il y a Disney, j'aurai personne, mais en Europe, il y a des talents, je le monte à Londres. Très smart comme... Ben oui. Et comme il s'était aperçu avec Richard Williams qu'il y avait beaucoup de talents en Europe, il s'était dit, Et donc, il a monté son studio, et moi, je suis arrivé en 89 dans le studio de Spielberg, tout au début. C'était quoi l'ambiance de ce studio-là ? Quand j'avais commencé à la Gaumont, c'était un studio qui se montait. Je suis arrivé, il n'y avait personne. Pareil, Spielberg, je me rappelle, quand on arrive au studio, dans un quartier à Londres, mais tout pourri en plus. Moi, j'attendais. Je me suis dit, je vais aller au studio de Spielberg, c'est vachement bien. Bon, ils avaient choisi un quartier, Acton Town, qui n'était pas terrible. Mais les projets étaient vachement bien. Hein. Alors, je suis arrivé là-bas, je parlais même pas anglais. En plus, c'était un peu chaud quand même, parce que... Un Américain en Angleterre, avec... un studio américain en Angleterre, j'arrive, j'étais superviseur d'anime en plus. Ils m'avaient engagé, on était 3, il y avait... Alors, c'était des gens que je connaissais déjà. Oui, parce que j'avais travaillé avec eux et tout. J'avais travaillé avec eux un peu à la Gaumont, justement. Ouais. Hein, c'est là où c'est par des copains, parce que c'est toujours un peu une sorte de réseau, de copains. Et donc, j'arrive au studio, on était 3 superviseurs, et on est arrivé, et puis le studio, ils ont engagé des gens. Alors moi, à l'époque, j'ai commencé aussi à engager des gens des Gobelins, puisque j'avais été professeur aux Gobelins. Ah, d'accord. Et c'était une bonne source pour vous d'avoir des bons animateurs. Oui, parce qu'on m'avait demandé d'être intervenant aux Gobelins, et donc pendant 3-4 ans, avant d'arriver chez Spielberg, j'avais donné des cours aux Gobelins, et donc la productrice me disait, on monte un studio, si tu connais des gens. Je dis oui, je connais des gens. Et c'était quoi alors les projets à l'époque? Alors, on a commencé des longs métrages, des séries oui, c'est que des longs métrages. Que longs métrages, ouais. Oui, on en a fait 3. Bon, c'est facile. Le studio, ce qui est marrant, c'est que j'avais passé 5 ans à la Gaumont, on avait fait 3 longs métrages. Ensuite, j'ai passé 5 ans en Angleterre, on avait fait 3 longs métrages. Et puis, les studios ont duré 5 ans. Mais on avait fait la suite de American Tail, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, je crois que c'est Fievel et le Nouveau Monde. On a fait Fievel au Far West. D'accord. Et c'était le premier film sur lequel on a travaillé. Après, on avait fait un film avec les dinosaures qui est pas terrible. Et après, on a fait un film sur un chien de traîneau qui s'appelait Balto. Okay. Et oui, donc, jusqu'en 94-95. Et le studio... Ensuite, Spielberg a décidé de relocaliser son studio à Los Angeles. En fait, c'est très bizarre parce qu'avant de créer DreamWorks, il avait déjà dans l'idée de rapatrier son studio à Los Angeles et il voulait faire le projet Cats avec Andrew Lloyd Webber, la comédie musicale. La comédie musicale, Cats, mais adaptée en animation. On avait commencé à travailler dessus, ça s'est pas fait. D'accord. Et puis, par là-dessus, est arrivé DreamWorks. Oui, parce que la connexion, en fait, c'est Katzenberg qui sort de Disney. Ouais. Un peu en fracas parce que c'était un peu compliqué. Oui, l'histoire de DreamWorks, c'est ça. Et donc, il le sort et Spielberg, ayant fait ses 5 ans en fait, de studio d'animation, se rendant compte que c'est quand même un business compliqué, se dit il faut que je m'associe avec quelqu'un qui sait faire des films à gros budget et à succès, parce qu'il avait un peu fait ça, Katzenberg. Ouais, c'est pas exactement ça. En fait, c'est Katzenberg qui sort de Disney, il a été viré avec fracas, il veut un peu se venger parce qu'il avait un peu la niaque. Bon, il se dit, allez, je vais monter un studio d'animation. Il sortait quand même de gros succès. Hein. Oui. Alors que Spielberg, pas terrible. Je veux dire, la conférence de presse, il faut la revoir maintenant en disant Spielberg, il disait, moi j'ai toujours voulu faire de l'animation, mais à chaque fois que j'ai fait des films, oui, c'est des fours, alors que mon copain Jeffrey, lui, c'est des gros succès. Donc je vais lui laisser la partie animation, je vais m'occuper du réel. I don't think either of us are thrilled to death with how much we hurt coming out of it. But that's behind us too. Mais en fait, c'est vrai que c'est Katzenberg qui a monté DreamWorks. Il a demandé à Spielberg d'être de la partie et David Geffen. David Geffen, qui venait de la musique, lui, je crois. Qui vient de la musique, exactement. Parce que DreamWorks, à l'époque, il voulait tout faire. Hein. Il voulait faire la musique, la vue réelle, l'animation, la vidéo, Internet, tout. Il voulait vraiment faire un truc énorme. Et puis, mais en fait, le truc, c'est que Spielberg, il avait déjà, à une époque, il y a eu pendant presque un an 2 studios Spielberg, DreamWorks et Amblimation en même temps à Los Angeles. D'accord. DreamWorks se montait et prenait toute la place et Amblimation a fermé et tous les gens d'Amblimation sont passés à DreamWorks. Mais moi, à l'époque, j'étais revenu à Paris. Il y avait un studio Amblimation. Amblimation, ça s'appelait Amblimation. C'était le studio DreamWorks qui s'est relocalisé à Los Angeles et qui a périclité et qui a été phagocyté par DreamWorks et l'équipe a été intégrée chez DreamWorks. Et donc vous faites partie des débuts en fait de DreamWorks. Alors moi j'étais revenu à Paris à l'époque parce que
que j'avais pas tellement envie de partir à Los Angeles. Moi, après 5 ans de Londres, j'avais envie de revenir à Paris. Ouais. Et il s'est trouvé que, d'une part, tous mes copains étaient partis à DreamWorks, parce que les gens de Londres étaient partis à DreamWorks, ou en Blimation. Et puis, on m'a fait des offres. Katzenberg, c'est surtout Katzenberg qui a insisté, qui m'a appelé. Mais moi, je faisais partie de l'équipe Spielberg. C'est-à-dire qu'en fait, DreamWorks Animation s'est monté avec l'équipe Spielberg et l'équipe Katzenberg. Katzenberg, venant de Disney, avait amené les gens de Disney. Spielberg, venant de Londres, d'Amblimation, avait amené les gens de Londres. Moi, je suis arrivé de l'équipe Spielberg, mais c'est vrai que c'était pas... Je suis resté en famille, en fait. Quand je suis arrivé à Los Angeles... j'étais pas du tout dépaysé, contrairement. Vous étiez encore avec vos collègues de boulot. Exactement. Etc. Contrairement à quand je suis arrivé à Londres, la première fois, j'arrivais de la France à Londres, je parlais pas anglais. C'était le grand saut. Quand je suis arrivé à Los Angeles, j'étais pas du tout dépaysé. Je parlais anglais, et puis je connaissais les méthodes américaines. J'avais travaillé déjà avec ces gens-là. Simplement, c'était une autre dimension. Une autre dimension, parce qu'à l'époque, DreamWorks, ça a commencé très, très, très fort. C'est-à-dire, vous êtes arrivé, il me semble que... Le studio s'est monté... Ils avaient fait un campus déjà, fait le non, pas encore. Non, ils l'ont construit au moment où pendant 3 ans, on était dans le studio Universal. Prince d'Égypte, on l'a fait à Universal. Et après, ils ont construit... Pendant qu'on faisait Prince d'Égypte à Universal, ils construisaient le campus. Oui, parce que vous étiez justement derrière, pour beaucoup, l'animation du Prince d'Égypte, en animation 2D, du coup, à l'époque. 2D, bien sûr, oui. Et avant qu'il transfère vers la 3D, oui, on a fait tous les films 2D, et d'ailleurs, ils n'ont pas marché. Les films DreamWorks 2D n'ont pas marché. Ouais, ils n'ont pas marché, mais... Non, parce que c'était la fin de la 2D. Disney DreamWorks, le top, c'était le Roi Lion. C'est ça. Et puis après le Roi Lion, la 2D a périclité. A pas eu de succès. Et c'est la 3D avec Toy Story et tous les films en 3D qui ont du succès. Et puis Shrek, parce que Shrek, ça a sauvé la boîte. S'il n'y avait pas eu Shrek, DreamWorks n'existerait plus. Mais justement, et donc vous êtes vous-même passé de l'animation 2D à l'animation 3D. Exactement. Comment ça s'est passé, en fait, ce changement? C'est quand même un changement de carrière, c'est une nouvelle technologie qui s'adopte. Et peut-être qu'on fera le parallèle après avec ce qui se passe aujourd'hui aussi sur l'animation, parce que c'est en constante évolution. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes accroché? C'est encore une fois un concours de circonstances. C'est pas vraiment... c'est des choix, mais disons que mon histoire, elle est toujours un peu personnelle. C'est toujours... moi, j'avais commencé, donc, Prince d'Égypte, c'était la 2D. Après, on a fait les films 2D. Et puis, progressivement, ils m'ont demandé d'être directeur d'animation et de diriger tout le département d'animation de personnages. Et donc, j'avais arrêté d'animer moi-même parce que les équipes étaient très, très grosses à l'époque sur les films 2D. Il y avait, rien que dans l'animation, d'ailleurs, 250 personnes à peu près. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait les animateurs, il y avait les superviseurs, il y avait les clean-up, on faisait de l'outsourcing aussi, il y avait énormément de gens. Et donc, je ne pouvais plus animer moi-même, je faisais de la direction d'anime. D'accord. Et quand la 2D s'est arrêtée, on s'est mis à la 3D et moi j'ai demandé à... Vous avez commencé avec Hans non. Oui, quand on faisait Hans, c'était en même temps que Prince d'Égypte. D'accord. Parce que dès le début, quand DreamWorks est monté, ils ont pris un département 3D et ils ont demandé à un studio à Redwood City, à San Francisco, d'être un studio partenaire pour faire de la 3D. Ils ont fait Hans, ils ont fait Shrek et ils ont fait d'autres films, Madagascar. Mais ils avaient commencé la 2D et la 3D en même temps. Nous, quand on faisait Prince d'Égypte, on regardait Hans, on trouvait ça pas terrible. Mais Shrek, ils étaient frontal en plus avec Fourmi. Ah oui, ça c'était la grosse histoire dans les médias. Oui, c'est la grosse histoire, qui a copié sur qui. C'est ça. Bon, donc les deux se mènent en parallèle et à un moment vous prenez la supervision de l'animation, quel que soit le genre 2D. Non, je prends la supervision de l'animation 2D. 2D, d'accord. Et quand la 2D s'arrête, après Simban, c'était le dernier film qu'on a fait et qui n'a pas eu de succès du tout. Non plus, ils ont décidé d'arrêter la 2D et de faire de la 3D. Et c'est là où je me suis remis à l'animation. Moi, je me suis remis à animer en 3D. Ah, c'est top ça. Mais j'ai jamais vraiment eu... moi, c'est l'animation qui m'intéressait plus que le dessin ou autre chose. En fait, quand j'ai commencé à faire de l'animation, c'est l'animation qui m'a fasciné. C'est transmettre les émotions dans un personnage. C'est faire bouger, c'est transmettre les émotions. Alors, que ça soit en 3D, en 2D ou en pâte à modeler ou en volume, peu importe la technique, moi, je suis pas très attaché à la technique. Évidemment, quand on fait un métier à ce niveau-là, il faut maîtriser la technique il faut être bilingue, quoi. Il faut maîtriser ça. Trilingue, même quadrilingue. Non, oui, c'est ça. Il faut pas. La technique, c'est. Je veux dire, le dessin, quand on fait de l'animation, on sait tout dessiner, quoi. Ouais. Mais on n'a pas de style propre. On n'a pas comme les dessinateurs de BD. Ils ont un style reconnaissable. Les animateurs en ont pas vraiment, parce qu'ils doivent animer tout. C'est pas eux qui créent vraiment les personnages. Enfin, en tout cas, l'animation commerciale américaine.
Et donc votre premier projet 3D, mon premier projet 3D, ça s'appelait Shark Tale, le gang de requins en français. Ah oui. Mais ça m'a pas laissé un très bon souvenir, simplement parce que j'avais donné un coup de main et puis les poissons, c'était pas mon truc. J'avais jamais, on savait pas s'il fallait les animer comme des humains ou comme des poissons. Voilà. Chaque plan, c'était est-ce que le poisson il est comme ça ou est-ce qu'il y nage. Enfin bon. Et puis j'avais simplement donné un coup de main parce que le projet sur lequel j'étais superviseur d'animation en 3D, ça s'appelait Nos voisins les hommes en français. D'accord. Et ça, c'était sympa à faire. Moi, j'ai un bon souvenir de ce truc-là. C'était pratiquement mon premier projet en 3D. Et puis c'était bien, quoi. Je veux dire. Et là, DreamWorks sur les films 3D commence à avoir du succès. Notamment avec Shrek, qui a reçu un Oscar. Je crois que c'était la première. Oui, c'est le premier Oscar d'animation. Il était content, Jeffrey. Alors là, c'était la revanche. La revanche de Jeffrey. C'est Disney. Le premier Oscar d'animation, c'est Shrek. Non, mais en plus, casse la baraque à la fois sur l'anti-héros, le côté un peu coolitude au sens où. Oui, l'idée c'était aussi de se moquer des contes de fées. C'est ça. Aussi. Et c'était super réussi. Gros succès planétaire, et ça relance, sauve la boîte DreamWorks. Voilà, sauve DreamWorks. Et puis derrière, ils enchaînent avec d'autres. Alors d'autres films, moi j'ai. Pop, petit arrêt sur image, juste pour vous indiquer que cet épisode est soutenu par 22D Music, qui accompagne depuis plus de 20 ans les professionnels de l'audiovisuel dans la création musicale et la gestion de leur catalogue musical, ainsi que Toon Boom, qui édite les logiciels d'animation 2D, de storyboard et de gestion de la production. Big up également à notre partenaire Écran Total, la source d'information des professionnels de l'audiovisuel. Voilà, c'est terminé. Retour à la conversation. Alors, Shrek, ça a été fait donc à Redwood City, PDI, et qu'est-ce qu'ils avaient commencé? Moi, je me rappelle quand j'ai pris une année sabbatique, parce que j'ai pris une année sabbatique après Nos voisins les hommes, ils commençaient Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, on l'a fait à Glendale. Madagascar, qui a eu aussi du succès, ils l'ont fait à San Francisco. Et moi, je suis revenu pour travailler sur Dragon. Et Croods aussi. Alors, j'ai fait les Croods après. Dragon et Croods ont commencé en même temps. Et alors pourquoi j'ai bossé sur les deux alors que ça a commencé en même temps, je ne me rappelle plus. Simplement parce qu'il y a eu, c'est un historique un peu, ils ont commencé sur Dragon, et Dragon c'était un film qui a eu aussi, alors je ne sais pas si on entend en parler, mais c'est des films un peu comme Shrek. Shrek était un film maudit au départ. Ça devait pas être, ça devait être de la motion capture, ils l'ont failli l'arrêter, les designs ont changé, ça a mis des années à se mettre en place, celui qui faisait la voix est mort en cours de tournage. Oui, c'est vrai qu'il y avait des tas de... on voyait ça, on se disait oui, bon, mais ils arriveront jamais. Bon, et puis voilà. Et Dragon, c'était un peu ça. Ça a commencé, ça a mal commencé, Dragon. Moi, je sais que j'ai failli quitter le projet à une époque, avant que Chris Sanders et Dean DeBlois arrivent. Et quand ils sont arrivés, c'est devenu autre chose, c'est devenu complètement autre chose, et c'est devenu un petit film tout pourri, c'est devenu un film génial. Et on en a fait 3. Et moi, j'ai un bon souvenir d'avoir travaillé sur Dragon. Et après, est-ce que Croods c'est rien en même temps? Je me rappelle plus. Il faudrait que successif, je crois. Parce que c'est Chris Sanders. Oui, c'est successif. Chris Sanders était arrivé pour faire Croods. On lui a demandé de sauver Dragon, de mettre Croods un peu sur la touche. Et donc, il a réalisé Dragon, et après, il est revenu sur Croods. Et alors, qu'est-ce que vous avez appris de surprenant quand vous étiez là-bas aux États-Unis, de nouveau, qui était vraiment... c'est venu... Crescendo. Crescendo, c'est venu au fur et à mesure. Moi, je sais que là où j'ai le plus appris, c'est en passant de Astérix à Amblimation, parce qu'Amblimation, c'était les méthodes américaines. Amblimation, c'était déjà la façon de faire de Disney, des studios américains. Et que vous décrirez comment, justement, cette façon de faire? La plus grosse différence, c'est qu'on se permettait de refaire quand ça allait pas. En France, on se... Tout jeter? Jeter, non, c'est refaire, c'est pas jeter, parce qu'il y a un côté, les Français, ils pensent que les Américains se permettent de mettre à la poubelle des millions de dollars. Mais non, c'est pas vrai. On met jamais à la poubelle des millions de dollars. Qui c'est qui mettrait l'argent par les fenêtres? Personne. Surtout les Américains. Ah non, c'est-à-dire eux, ils aiment bien faire de l'argent. Bon, mais non, on met pas d'argent à la poubelle. On refait parce qu'on se dit, si on refait, ça va être mieux. Et donc, il va y avoir plus de succès. Ce côté, ne jamais s'arrêter à améliorer, en fait. Voilà, ne jamais s'arrêter d'améliorer. Moi, je me rappelle sur Astérix, il y avait le côté, on a fait un storyboard, on valide le storyboard, et le storyboard est validé, on a fait l'animation. Et on remettait jamais en question. Ça a été validé, on anime, même si c'était tout pourri, on voyait bien que ça allait pas. On se posait pas la question, c'était validé, on le faisait. Eh ben, aux États-Unis, c'est toujours interactif, c'est toujours on avance, mouvant, et puis on peut reculer, on avance, on recule, on avance, on fait un truc créatif. La création, elle est partout. C'est pas simplement c'est validé, on va le fabriquer.
Parce on a fait une interview avec Chris Sanders justement qui disait ça, qui racontait que c'est vrai, hein, mais c'est dans la culture américaine. Ça. Ouais, perpétuellement remettre en question la scène et toujours vraiment que je veux se transmettre. La création, comment on peut faire mieux. Voilà, comment on peut faire mieux. La création toujours c'est pour ça que les Américains. Moi, j'ai été étonné parce que quand on était en France, on nous appelait des techniciens, on arrive aux États-Unis, on nous appelait des artistes. Et c'est vrai que en France, on a tendance à penser que l'animateur, c'est des gens qui font les petites mains, ils poussent des pixels ou ils tracent des trucs, ils décalquent, et puis c'est des techniciens. Eh ben, c'est pas des techniciens, des gens qui ont du talent, donc on devrait les appeler des artistes. Et aux États-Unis, on les appelle des artistes. Alors c'est en même temps aussi un peu historique parce que ça vient de Blanche-Neige, ça vient de Disney, qui a cassé la baraque dans les années 30 et qui, à l'époque, les Américains et même les artistes ont pensé que Disney créait un nouvel art. Il a fait une brèche, quoi. Je veux dire, tout le monde a reconnu que l'art de Walt Disney, c'est vraiment un art. Alors qu'en France, non, c'était des pantalonnades, c'était des petits trucs pour rigoler, quoi. L'animation, c'était pas les grands artistes qui faisaient de l'animation. Alors qu'aux États-Unis, c'était ça un peu la différence. Donc il y a une espèce de différence un peu culturelle et artistique. Et puis, je sais pas, et puis, alors, peut-être sémantique aussi, puisque quand on dit en France, je suis animateur, on vous dit, vous avez des enfants de quel âge, vous travaillez sur quelle télévision? Aux États-Unis, on dit, je suis animateur. On sait, les Américains savent que l'animation, c'est du dessin animé ou de l'animation. En France, non, puisque il y a deux mots pour dire la même chose. Je dis, je suis animateur de podcast. Voilà, animateur de podcast. Aux États-Unis. Mais non, mais voilà. Et ça fait une grosse différence dans l'état d'esprit des gens. J'imagine très bien. Ben oui. Et est-ce que c'était la guerre entre le campus de l'animation de Disney et celui de DreamWorks ou c'était une bonne guerre? On en rigolait. Oui, il y a eu ça, mais en fait, non. Les artistes, non, parce qu'en fait, on travaillait dans les deux campus, et puis il y avait même des couples. Je me rappelle sur Prince d'Égypte, Brenda Chapman, son mari, il bossait sur. Je me rappelle plus. Mais enfin bon, Brenda et Kevin, ils étaient réalisateurs DreamWorks, réalisateurs. Alors il y avait peut-être des confidences sur l'oreiller le soir. mais c'est vrai que Katzenberg et Michael Eisner, c'était un peu un procès et tout. Ah, c'était complètement la guerre, oui. Vous êtes resté quand même 20 ans. J'ai 25 ans. 25 ans aux États-Unis. Je suis parti le même jour. Enfin, on m'a demandé parce que quand je suis parti, parce que j'avais une offre de Netflix, puis j'avais envie de revenir en France. Toujours, j'avais envie. En plus, j'avais depuis en 2016, Jeffrey, il a vendu la boîte. Et c'était plus pareil, il y a d'autres gens qui sont arrivés, donc c'était. Mais j'avais envie, j'ai toujours eu envie de revenir à Paris, moi, j'étais pas. Après tout de même 25 ans, c'est énorme. Ouais, en fait, j'étais parti pour Prince d'Égypte et je revenais, moi je suis arrivé avec une valise, moi, à Los Angeles. J'avais laissé tout mon bazar ici, dans mon appartement, que j'ai retrouvé après. Mais la parenthèse de 25 ans. Ah, c'était un leave of absence qui a duré 25 ans. Exactement, c'est ça. Bon, et du coup, vous êtes content de retrait à Paris, et je suis content aussi parce qu'on peut vous avoir sur Anima Show, ça fait plaisir. Et vous travaillez chez Netflix. Je travaille chez Netflix. Ça fait 4 ans que je travaille chez Netflix. Alors, le projet sur lequel vous supervisez l'animation, c'est... Ouais, c'est Astérix. Moi, je suis super content d'être sur Astérix avec Chabat, parce que... Alain Chabat qui réalise. Racontez-moi un peu votre dynamique avec Alain sur... Eh ben, moi, je m'occupe de l'animation de personnages. On a quand même aussi engagé un co-réalisateur, enfin un réalisateur à part entière, c'est 2 réalisateurs. Alain Chabat a écrit une mini-série en 5 épisodes pour Netflix. Astérix, le combat des chefs. Voilà, Astérix, le combat des chefs. Il avait depuis un moment envie de... Enfin, il avait ce truc-là, il y pensait depuis déjà des années. Inconditionnel d'Astérix Obélix. On a les mêmes références. Ouais, c'est pour ça que je me pose la question de... Vous portez le poids de cette... Finalement, de ce... Bah si, quand même. Cet héritage. Ouais. Ah oui, l'héritage, oui. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire sur Astérix Obélix? C'est vrai, il m'a présenté Annecy comme la mémoire d'Astérix, la mémoire de Gobelin et de l'Annecy et de l'animation. Mais et vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est 2 grands passionnés, l'un côté versant animation, l'autre sur l'écriture, qui se rencontrent. Ça doit être détonnant, les discussions. Ouais, non, c'est sympa. Ah oui, on a des discussions sur l'animation et sur la BD et tout ça. On a les mêmes références. Hein, alors, comment vous travaillez ensemble? Comment ça s'est passé? Alors, l'équipe qui s'est constituée, c'est une équipe de gens qui ont travaillé sur des productions américaines quand même aussi. Ah d'accord. Le co-réalisateur, il s'appelle Fabrice Joubert, c'est un ancien des Gobelins que j'avais engagé à DreamWorks et qui a été junior dans mon équipe sur Prince d'Égypte. Donc il est co-réalisateur avec Alain. Le head of story, celui qui a dirigé le storyboard, c'était Rodolphe Guénoden, qui était aussi mon étudiant à Gobelin bien avant et qui était mon assistant sur les films Emblemation, donc de Spielberg en 2D. Et puis d'autres qui ont fait les Gobelins, le
directeur artistique qui s'appelle Aurélien Prédal, qui est un génie de la direction artistique et qui est ancien de Gobelin aussi, qui a travaillé sur des productions américaines. Bora Montoro qui a fait les designs des personnages nouveaux, parce qu'il y a des nouveaux personnages dans la série. Ah oui. Et pareil, on a tous travaillé. Andrea Blazich, qui est un génie de la sculpture. On a fait des sculptures sur le film, alors que ça se fait jamais. Ah ouais, vous avez fait des sculptures pour aider les animateurs? Oui, en 3D, on fait toujours des sculptures chez Disney, DreamWorks, Pixar. Ils font des maquettes. On appelle ça des maquettes. Ouais. On faisait ça en 2D, on fait ça aussi en 3D. On les pose sur les bureaux pour référentiel, quoi. Ouais, avoir l'œil dessus. Pour savoir un peu, avant de les modéliser en 3D, on fait une sculpture et puis on se dit, tiens, pourquoi pas. Alors, Et donc voilà, cette équipe-là, c'est une équipe de gens qui ont eu les mêmes façons de travailler, les méthodes américaines. Mais on travaille avec un studio français qui est à Toulouse, qui s'appelle TAT. Tout à fait. Et donc, c'était un peu la rencontre des gens qui étaient talentueux, mais qui n'ont pas eu vraiment l'expérience des studios américains. Donc, on leur a même fait un training programme. Ah ouais, pour comment travailler voilà, comment apprendre à faire de l'animation, comment se monter au niveau. Et on a essayé de se rencontrer essayer de faire en sorte de travailler ensemble. Ouais. Et eux, ils étaient preneurs des techniques américaines et des façons de travailler. Et puis, Alain, il s'est vraiment mis dedans. Et c'est un bonheur parce que vraiment il travaille. Je veux dire, c'est pas comme certains. Mais Alain Chabat est un gros travailleur, c'est connu. Et on a eu en France l'expérience de gens qui sont des gens des médias, des gens connus, des acteurs, des réalisateurs. Et ils disent sur votre nom, on monte un projet. Il y a eu avec Besson, il y a eu plein de trucs de gens qui ont monté des projets. Pas toujours concluant. Puis les gens venaient une fois tous les mois en regardant, puis en voulant tout refaire. Alors que l'animation, c'est quand même dans la fabrication, c'est pas comme dans la vie réelle. Je veux dire, on peut pas, il n'y a pas des outtakes, on peut pas tourner puis faire du montage après. Non, le montage il est fait avant. Et donc Alain, il s'est mis dedans et il est très à la tâche. Il fait vraiment comme il faut, quoi. Je veux dire, et il a la vision et il a le talent, les idées, mais qui sont appropriées pour le médium de l'animation, mais même au jour le jour en fabriquant le truc. C'est-à-dire qu'on l'a 2 jours par semaine à plein temps, tout le temps, il est là et il voit toutes les étapes. Dans les bureaux de Netflix ou Non, on fait ça. Non, il est dans le sud de la France. Tout le monde fait on fait ça depuis le Covid, on fait ça en distanciel. Ouais. Alors on va à Toulouse. Moi, je vais à Toulouse quand même régulièrement, 2 fois par mois. Avec le réalisateur. On sera la semaine prochaine avec Alain à Toulouse, toute la semaine, là. Ça va être chouette. Oui, parce que là, vous finissez la partie animation. Au moment où on enregistre ce podcast, on est en train de... finir l'animation à la fin du mois. Et on se régalera tous en 2025, a priori, sur Netflix. On était en retard, on est toujours en retard dans l'anime. Mais en retard pour la bonne cause. Exactement, parce que on faut quand même faire le mieux qu'on peut, quoi. C'est sûr. Et chez Netflix, du coup, vous avez rassemblé donc l'équipe pour monter cette équipe d'animation. Ouais. La fabrication chez TAT, autour de l'écriture, donc c'est Alain Chabat, et puis j'imagine une petite. Et puis Benoît Houillon, qui est co-scénariste, qui a travaillé avec Chabat depuis longtemps sur des tas de trucs. Et alors, vous êtes content du résultat ? Ouais. Alors on aimerait toujours que ça soit parce que le matériel Alain Chabat, il est très très haut de gamme. Moi, je rêverais. Alors lui aussi sûrement. Mais on fait toujours le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Oui, moi, depuis toute ma carrière, j'ai toujours essayé de faire le mieux que je pouvais. Et puis, voilà, donc le résultat, il est bien quand même. Il est bien, il est super. Je voulais vous questionner un petit peu aussi sur l'évolution de l'industrie de l'animation, mais sur un sujet, sur la technicité, parce que vous avez justement vécu la transition de la 2D à la 3D, même si la 2D marche encore très bien, mais vous êtes rentré dans la 3D, et là, aujourd'hui, il y a encore d'autres évolutions, comme l'intelligence artificielle, qui est en train de s'introduire dans ce milieu. Comment vous appréhendez les choses de votre côté ? Est-ce que vous avez vu déjà des outils, des technologies qui ont aidé sur les productions ? Alors, pas trop. Pas encore. J'ai pas vu des trucs de l'intelligence artificielle qui m'ont vraiment bluffé. D'accord. Pas encore. On voit des trucs... Alors, évidemment, il y a toujours un biais, parce que moi, j'attends de voir un truc qui m'impressionne vraiment beaucoup, mais sans savoir que c'est de l'intelligence artificielle. Parce que dès qu'on nous dit, vous vous rendez compte, ça c'est fait avec l'intelligence artificielle,
on est tendance à dire oh là, c'est vachement bien, c'est fait par la machine. Si c'était fait par l'humain, on serait pas impressionné, mais comme c'est la machine qui est fait, on est impressionné. C'est ça le truc en fait. Donc non, et il faudrait que ça soit. C'est ça en fait. Il y a un côté. Alors ça fait partie du spectacle aussi de dire. C'est la nouveauté surtout. Voilà, c'est la nouveauté. Mais comme disait Jacques Prévert, la nouveauté, c'est vieux comme le monde, la nouveauté. Hein? Exactement. Bon, parce que moi, je me rappelle, depuis tout le temps, je veux dire, depuis l'invention du cinéma, pratiquement, on a mis sur le devant de la scène des trucs, on dit, regardez, c'est magique, c'est génial. Et c'est vrai que c'est génial. Toute l'histoire de l'animation depuis Méliès, c'est des histoires de trucs que les gens n'y croient pas, quoi. C'est pas possible, on fait ça, c'est vachement bien. Donc l'intelligence artificielle... Bon, bah, ça en fait partie, mais j'ai pas vraiment vu de trucs super impressionnants avec l'intelligence artificielle. Mais est-ce que votre conseil auprès des jeunes animateurs d'aujourd'hui, c'est de leur dire allez tester des choses là-dessus, c'est un peu comme vous y avez toujours été. Oui, toujours. Il faut toujours être curieux. Il faut toujours jamais se mettre de barrière. Il faut toujours y aller, quoi. Ouais. Et puis essayer de faire des choses qui nous plaisent et qui impressionnent les gens, quoi. En fait, le boulot on est dans l'industrie du spectacle, donc en fait, on essaye de faire en sorte de monter des choses qu'on aime bien faire et de partager avec les autres, qui vont impressionner les gens. Hein. Alors, ça fait pas. Alors l'animation, il y a le côté bluff des effets spéciaux, du trucage, des trucs qui sont impossibles à faire, le côté prestidigitation. Ouais. Et puis aussi raconter des histoires, quand même. Ouais, c'est avant tout. Parce que le cinéma, avant tout, oui. Enfin, pour moi, oui. Parce que pour moi, les longs métrages d'animation, il faut quand même des histoires. Ouais. C'est pas. C'est vrai que tu n'avais fait que des longs métrages d'animation. Oui, moi j'ai fait que. Mis à part là, finalement, Alors, oui, depuis que je suis chez Netflix, j'ai fait plus de séries. Ouais. Mais l'Astérix de Chabat, on a pris ça comme un long métrage. Ouais, en fait. On l'a fait. Parties, quoi. Voilà, c'est 5 épisodes. 5 épisodes. Ouais. Mais on l'a vu l'autre fois, on a eu la dernière projection qu'on a eue. Ça fait quoi, 2h10 ? C'est un long film qu'en fait, on peut le voir. Oui. Simplement, à la fin, ça s'arrête. Il y a une tas de trucs ça recommence, mais ça se voit en entier, si on veut. Et on l'a appréhendé comme les longs métrages. De la même façon, on a bossé par séquence, par personnage. On a essayé de faire le casting des animateurs. Il y en a un qui est plus faire Obélix, puis l'autre qui fait Astérix, puis l'autre qui fait... Voilà. Donc, parce que moi, c'est un peu comme la façon dont j'ai été habitué à travailler. C'est un peu comme en vue réelle. Je prenais le rôle d'un personnage dans un film. Sur les films sur lesquels j'ai travaillé, sur Prince d'Égypte, j'avais fait Moïse. Sur, je sais pas, on peut dire que sur un autre film, j'ai fait tel personnage, puis j'ai suivi tout le personnage. C'était surtout de A à Z sur le film. Alors on a continué. Voilà, c'est une méthode qui était une méthode disneyenne. Il avait fait ça chez Disney à l'époque de la 2D, et on l'a continué à DreamWorks dans la 3D. Et ça fonctionnait bien. Alors artistiquement, c'est bien meilleur de travailler comme ça. Ah oui. Alors au niveau de la production, c'est plus cher, donc ils aiment pas trop. Les producteurs, ils aiment pas trop qu'on bosse comme ça, parce que c'est plus plus pratique et plus logique de travailler par séquence plutôt que de travailler par personnage. Oui, je comprends. Bon. Mais pour l'artistique... Mais les personnages, ils ont un côté plus consistant, plus authentique. Je ne connaissais pas cette méthode. Je connaissais pas cette méthode. Merci de la partager. Et parmi toutes les œuvres sur lesquelles vous avez été animateur, est-ce qu'il y en a une qui vous tient plus particulièrement à cœur, en rétrospective un peu de ce que vous avez fait ? Alors il y avait en fait c'est un peu personnel. S'il y en avait une, c'est Dragon, je pense. Ah ouais. Ouais, je pense, parce que moi j'aimais bien travailler sur Dragon, mais c'est difficile de comparer. Par exemple, comment on peut comparer Dragon et Prince d'Égypte ? Non, c'est incomparable. Et moi j'ai énormément de bons souvenirs aussi sur Prince d'Égypte. Oui, oui, parce que là il y avait pas mal de... Mais Dragon, je pense que comme c'était un plaisir et que le film en plus a marché, quand les gens ils viennent vous voir en disant oh là là, c'est toute mon enfance, merci, Dragon, c'est mon film préféré. Bon, il y a aussi ça avec d'autres films, mais ça fait plaisir quand même, c'est bien. Hein. Mais je pense que mes souvenirs, c'est des souvenirs un peu personnels. Quand je revois les films sur lesquels j'ai travaillé, c'est difficile de les voir. Alors après, avec le recul, on a plus le regard du spectateur, mais quand je revois les films, je revis la façon dont le moment où je les ai fabriqués. Ah, ça c'est génial. Bah oui, je revois les gens, je revois les films, je revois les erreurs, je dis putain. Vous voyez pas les films comme nous, quoi. Mais non, je vois pas, bien sûr, évidemment. Puis comme sur un film d'animation, on passe pas 3 mois, on passe 3 ans de sa vie. Ouais. Bah oui, on les suit un long moment. Donc ça ramène des souvenirs. Rien que de regarder des scènes, je vois les souvenirs, je vois la façon dont on les a faites et tout, les
Les coulisses, quoi. Les coulisses, exactement, ouais, les souvenirs. Mais merci d'avoir été dans les coulisses de tous ces films parce que c'est un bonheur pour nous, c'est un bonheur pour téléspectateurs. moi aussi. Et puis hâte de voir ce que vous avez fait avec Astérix et Obélix. Alors là, ça, j'ai hâte de te partager et ça sera bien. Je pense que les gens vont adorer. Là, déjà, tout le monde chez Hachette aime bien. Anne Goscinny, elle est fan et tout, donc on est tous Super, fans. Quoi. super. Et puis je suis content de vous avoir ramené un petit peu de votre ancienne vie ici. Ah oui, avec les. Oui, bah là, on est en Californie. Là. C'est sympa. Ah oui, moi, ça me manque là un peu le. Non, ce qui me manque, c'est le soleil. Ouais, oui, je comprends. Le soleil bien. et la mer. Mais pas les autoroutes avec les bagnoles et les embouteillages. Non. Par contre, moi, la vie parisienne, moi, j'aime bien. Après avoir passé 25 ans à Los Angeles, je suis de retour à Paris. Je suis tout content d'être à Paris. Et on est très content. Voilà. Merci Christophe d'être venu sur Anima Show. Merci à vous, c'était un plaisir.